Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu particulière. On va bien évidemment faire un top crypto des membres que je vais découper en deux parties. Aujourd'hui, une partie très courte, très précise, et vous allez comprendre tout de suite là où j'ai envie de vous amener. Demain, on reprendra ce top crypto pépite avec un listing complet d'une dizaine de crypto-monnaies spécial DIP cette fois-ci. C'est clairement ce que nous attendions, un deleverage vis-à-vis de nos cryptoactifs préférés et la possibilité de pouvoir se repositionner sur des points clés. Mais ça, on le fera demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Parce qu'on a le temps chez les rois. On va pas commencer à acheter des couteaux qui tombent à tous azimuts alors qu'en fait on n'a aucune confirmation, voire invalidation d'un plan, quel que soit celui que vous êtes en train de jouer. On va d'ailleurs regarder très rapidement Bitcoin et vous voyez qu'il vient tout simplement se poser sur une trendline haussière pour aller chercher soit une cassure invalidante pour aller chercher des objectifs plus bas, soit pour aller chercher une extension, pour aller chercher des objectifs plus hauts au sein de ce biseau d'élargissement. C'est la raison pour laquelle je vais découper cette vidéo en deux parties, mais vous allez voir là où je veux vous emmener. Car souvent, on liste des crypto-pépites au fil de l'eau sans pour autant profiter d'une cohérence vis-à-vis des narratifs que nous avons visés et sélectionnés. Restez bien avec moi. Aujourd'hui, on ne fait pas un listing top crypto, on va les affronter. On commence maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Square des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés financiers traditionnels ou crypto-monnaies préférées. Bravo, le petit bonhomme. Tu as réussi à trouver sur la vidéo d'hier la phrase clé qui était non pas dans la vidéo, mais directement dans le descriptif de la vidéo. Tu remportes donc ici 25 $. Quelqu'un également a trouvé quelque chose qui avait été dissimulé sur la page d'accueil du site Les Rois du Bitcoin au niveau de YouTube. Regardez le logo. Est-ce que celui-ci n'aurait pas changé? Eh bien oui, suite au raid de la semaine dernière par rapport à Cubic, j'ai introduit le petit logo Cubic en surveillance ici en blanc juste en bas avec les deux petits traits qui représente tout simplement le logo Cubic. Et c'est Rudy qui l'a trouvé. Bravo à toi, Rudy. Il y a quelque chose qui avait changé. Bien vu, tu gagnes 50 USDT et ça continuera encore aujourd'hui, encore demain, par rapport à nos petits calendriers de l'Avent. Continuez à être attentifs parce que peut-être qu'il y en a un qui sera dissimulé dans cette vidéo. Dès lors, on va commencer à travailler sur différentes crypto-monnaies. Vous allez voir, on va travailler de façon différente. J'avais envie, non pas de les lister, mais de les confronter. Non pas de les confronter d'un point de vue technique, parce qu'on fait souvent de la technique chez les rois, et vous avez compris les grands principes de la stratégie des 4 rois par rapport à des zones de rechargement, ou, si vous voulez acheter le dip, et on le fera demain, aller cibler des moyennes mobiles, éventuellement des clusters de liquidité, et pourquoi pas des retracements Fibonacci. J'avais envie de parler de Bitensor. J'avais envie de parler de FedChain, deux grands projets dans le narratif IA. Et vous allez voir qu'on va essayer si oui ou non, ou de tenter de comprendre si oui ou non on peut soit les opposer par rapport à une promesse, soit les associer par rapport à une adoption prochaine. Et vous allez voir comment on va le travailler ici, ça va être vraiment passionnant, et on va prendre ce cas extrêmement limpide. Bitensor, Tao, FedChain, FET sont deux crypto-monnaies que vous l'avez compris, axées sur l'intelligence artificielle. Mais comprenez-le comme ça. Bitensor, lui, construit un réseau décentralisé pour tenter d'entraîner de façon collaborative des modèles d'intelligence artificielle tout en repensant et en récompensant les contributions via le jeton Tao. Ça, c'est Tao, vous l'avez bien compris au niveau architecturel du machine learning. FedChain, lui, eh ben c'est différent. Alors qu'ils ont une capitalisation, vous voyez ici Tao, 4 milliards de dollars, et vous avez ici juste en dessous FedChain, 35 et 36e position, 4 milliards de dollars, on a l'impression qu'ils sont au coude à coude. En réalité, pas du tout, puisque leur infrastructure et leur protocole n'est pas le même. FedChain, lui, va créer des agents économiques autonomes. On en avait déjà parlé dans une vidéo d'il y a 2 semaines en arrière, dans le but d'automatiser des services dans le secteur, comme la logistique par exemple, la santé, la finance décentralisée. Vous avez compris ici que le token, lui, sert à alimenter ces interactions. Bitensor d'à côté se concentre sur la collaboration de l'IA, tandis que FedChain mise, lui, sur l'automatisation
de la décentralisation. C'est important parce qu'on a tendance à vouloir toujours les opposer, les confronter et pourquoi pas naviguer ensemble. Si vous avez aujourd'hui du Tao et que vous dites Tao c'est mieux que FetChain, et si vous avez plus de FetChain, voire que du FetChain et pas de Tao, et vous dites mais ouais, mais FetChain c'est mieux que Tao, en réalité, vous comparez des patates et des carottes. C'est le même narratif, oui, mais pensez plutôt à des cas d'utilisation future, une adoption future. Si vous, aujourd'hui, vous utilisez des agents autonomes et vous croyez dur comme fer dans le déploiement des agents autonomes décentralisés et que vous êtes all-in BitTensor, peut-être que vous avez mal fait vos recherches ici. En revanche, si vous pensez que les agents autonomes, ça n'a pas d'avenir, en tout cas d'un point de vue décentralisé. Pourquoi? Parce que trop coûteux, trop faible, trop lent et trop tout ce que vous voulez et peu scalable. Parce que vous avez fait des recherches dans ce sens-là et que vous êtes all-in FedChain, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être une erreur par rapport à une recherche fondamentale qui avait été faite sur ces crypto-monnaies. Essayez d'ores et déjà d'alimenter des billets spéculatifs par rapport à une adoption future vis-à-vis des différents protocoles qui seront utilisés sur ce narratif d'intelligence artificielle. J'ai envie de dire qui plus peut le main. Autant faire un arbitrage. Et si on pense avoir plus de chances par rapport à l'utilisation future sur Bitensor, alors on peut faire un arbitrage surpondéré dans le narratif tout en conservant au sein de notre portefeuille 20% sur 5 narratifs dans l'intelligence artificielle. Mais ce qui va se passer à l'intérieur de celui-ci, c'est à vous de le choisir, bien évidemment. Personnellement, je n'ai pas forcément de surpondération dans un projet ou dans un autre projet, bien que je suis plus pondéré sur certains layer 1, mais par rapport à une humiliation passée vis-à-vis de ces layer 1, et qui représente et qui conforte pleinement ma philosophie par rapport à une adoption massive sur tout décentralisé. Mais à l'intérieur de ces différents projets narratifs visés, DeFi, RWA, Depin par exemple, il n'y a pas réellement d'utilité peut-être à vouloir forcément les surpondérer ou les surpondérer par rapport à une autre chose. Donc en somme, si je devais être à votre place, si je devais me mettre un petit peu dans la patte d'un investisseur rationnel, bah, je ferais 50-50 par rapport à ces deux gros projets, tout simplement. On peut continuer avec Ethereum et Solana, les meilleures sœurs, entre guillemets, des reines de la crypto-monnaie. Et Solana nous a prouvé par rapport à une surperformance relative vis-à-vis du cours de son action, au cours de sa crypto, qui a fortement été apprécié au cours des 12 à 16 derniers mois. Mais aujourd'hui, c'est bien Ethereum qui tient la baraque avec plus de 400 milliards de dollars de capitalisation contre 100 milliards de capitalisation par rapport à Ethereum. Ok, mais qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'on peut ou pas travailler ensemble, synergiquement, ou est-ce que faut-il réellement les opposer? On est d'accord que ce sont deux blockchains de layer 1, mais leur philosophie est profondément différente. Regardez bien. Ethereum, on est d'accord, c'est le leader historique des apps, de la DeFi, et on privilégie ici au sein d'Ethereum tout ce qui est sécurité et décentralisation, mais souffre franchement de frais élevés. C'est une tannée de passer des ordres sur MetaMask ou sur SushiSwap sur le réseau Ethereum. Franchement, on se retrouve avec des ordres à 70 dollars pour faire passer 200 dollars de transactions et une scalabilité, et ils le savent, limitée, bien qu'il y ait plusieurs mises à jour, notamment Shanghai, etc. Si on va un tout petit peu plus loin, on regarde du côté de Solana, qui lui est directement axé sur la rapidité et les faibles coûts. Elle offre une très grande scalabilité au détriment de sa décentralisation. Et vous l'avez compris, Ethereum est idéal pour des solutions robustes, sécurisées, stables, et Solana se distingue par ses performances et son coût réduit au détriment de la décentralisation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez être ultra sécurisé, ultra décentralisé, mais payer une blinde vos transactions? Ou au fond, la centralisation, ça fait 70 ans qu'on vit dedans dans les nouvelles émergences des technologies, notamment de l'ère Internet, que s'il y a un petit peu de décentralisation, ma foi, pensez bien que l'humanité pourra faire quelques concessions. Et vous avez la réponse. Si vous êtes plutôt dans le « je suis ultra décentralisé, décentralisé maximaliste », c'est all-in Ethereum. Si vous dites, bon, on peut faire un petit effort sur de la centralisation, sur quelques acteurs du marché pour avoir quelque chose de quasiment nul au niveau des frais et une rapidité et une scalabilité délirante par rapport à une nouvelle adoption massive dans les 10 prochaines années, à ce moment-là, vous ne devez pas et ne pouvez pas balayer d'un revers de main Solana, parce que certains influenceurs, certains analystes ou certains maximalistes ont dit que Solana était centralisé ou plus centralisé. Oui, c'est plus centralisé que Ethereum. Pas le même âge,
ça n'a pas le même protocole et ça n'a pas la même philosophie. On va s'en faire dernier, dans les mêmes coins. Et on pourrait en faire et passer ça pendant des heures, mais on le fera avec les académiciens puisqu'on a beaucoup plus de temps avec eux au quotidien. Dogecoin et PP. PP aujourd'hui, 10 milliards de dollars de capitalisation, quasiment 60 milliards de dollars de capitalisation pour Dogecoin. Ce sont des mêmes coins. Oui, mais est-ce que ce sont les mêmes coins? Dogecoin, lui, et Memcoin incarnent l'esprit des mêmes. Je suis tout à fait d'accord. Et Memcoin est souvent synonyme d'aucune utilité. Et encore que, regardez Dogecoin. C'est clairement une monnaie aujourd'hui qui a su trouver son chemin, notamment dans le paiement des pourboires et dans une monnaie dite transactionnelle. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous la remettrai à la fin, Dogecoin, pourquoi je fais all-in et pourquoi seul Dogecoin pourrait demain, de par son protocole de Proof of Work, remplacer une monnaie souveraine. En deuxième lieu, vous avez PP, qui lui n'est pas sur du Proof of Work, c'est sur du Proof of Stake directement créé sur le réseau Ethereum. Mais il est principalement spéculatif. Il n'y a pas d'utilité sur PP. En fait, ça repose plutôt sur la rareté et l'attraction culturelle ou communautaire, d'ailleurs qui avait été nativement donnée via le PP The Frog. Rappelez-vous la musique avec la petite grenouille. Donc c'est quoi la grande différence entre Dogecoin et PP? Dogecoin, Proof of Work, utilité, payer des pourboires sur différentes régions du monde, ok, et supply illimité, puisque vous avez à chaque bloc 10 000 Dogecoin qui sera créé de façon illimitée. PP prend le contre-pied. Communautaire, même coin, pas de problème avec ça. Proof of Stake, pardon, et supply limité. Et certains diront, ouais, mais PP c'est mieux que Dogecoin parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus ce que vous voulez et parce que c'est limité en termes de supply. Oui, mais si vous voulez demain avoir une monnaie PP, ça ne marche pas. Si vous voulez demain avoir une monnaie Bitcoin, ça ne marche pas. Donc PP s'inscrit nativement dans une idée de réserve de valeur qu'il n'a pas. À vous de voir si oui ou non demain il l'aura. Et Dogecoin ne s'inscrit pas, lui, dans une idée de prise de valeur ou de réserve de valeur, même si on peut lui donner cette description-là, mais plus comme une monnaie, la monnaie du peuple, la plus décentralisation, qui est partie bien évidemment, comme le représente si bien ce monde, une blague. Et on pourrait faire la même chose avec Wanich contre Phantom, par exemple. On pourrait très bien faire la même chose contre Uniswap et SushiSwap, qui sont très proches, mais avoir une philosophie un petit peu différente. J'espère que je vous ai aidé. J'avais pas envie d'aller plus loin aujourd'hui, mais plutôt essayer de vous faire réfléchir un tout petit peu différemment et d'essayer de travailler les points de dissonance, pas forcément de désaccord entre différents projets, pour voir là où vous, dans les 5 ou 10 prochaines années, vous êtes susceptible de plus utiliser. Allez, on peut faire un tout petit tour du côté de Bitcoin. On est actuellement en train de travailler notre biseau d'élargissement ici. On est en train de travailler juste ici, une traîne haussière. Il n'y a pas mort d'homme. Maintenant, si jamais on venait à casser cette trendline, à ce moment-là, vous avez une émotion, confirmation, potentiellement une acceptation, on a le temps chez les rois, le petit pullback, aller chercher des objectifs plus bas. Ça, c'est version 1. Mais pour l'instant, on ne peut pas le jouer. On ne le voit pas. On ne peut pas malheureusement jouer ce qu'on croit, mais uniquement ce que l'on voit. Par contre, ce que je vois, c'est qu'actuellement, nous sommes sur une trend. Les boules ont le contrôle du momentum. Objectif, aller chercher les 120 000 $. Vous avez la couronne des rois. Et ensuite, on pourra très bien continuer à latéraliser, casser cette trendline, faire le coup de balle pour aller chercher toute la liquidité. Mais on a le temps très probablement pour faire ça. Regardez du côté un petit peu des order flow. On a bien dégraissé au niveau de nos fundings. On a bien dégraissé au niveau de nos open interest. Il y a encore de la place pour venir dégraisser. Je vous l'accorde. Où est-ce qu'on achète quand on parle de dip? Quand c'est rouge, quand vous avez des fundings négatifs, ça veut dire que vous avez une prépondérance de liquidité vendeuse par rapport à acheteuse. En somme, vous équilibrez ici les flux de liquidité entre les acheteurs et les vendeurs sur les contrats dérivatifs, notamment perpétuels futurs. Je vous le résume. Quand c'est très très bleu ici ou quand c'est dans le positif, ça veut dire que on paye les vendeurs pour apporter de la liquidité et les acheteurs payent du funding ou des frais de financement plus hauts pour pouvoir continuer à maintenir leur position. Quand c'est rouge, il y a une prépondérance de vendeurs ici. Donc, on paye les longues parce qu'on a peur pour pouvoir apporter de la liquidité. Et il est vrai que si vous regardez une forme de fractalité, quand c'est un petit peu rouge, c'est plutôt pas trop mal acheté. Quand c'est un peu rouge, c'est plutôt pas trop mal acheté. Quand c'est très très rouge, c'est vraiment très bien acheté. Donc là, c'est pas forcément très bien pour acheter. On attendait quoi? Un dip. Est-ce que le dip on l'a? On peut encore se dégrader un tout petit peu.
Bien que si on enlève Kraken, on est quand même passé sur les restes échangeurs dans un funding négatif du côté de nos crypto-monnaies préférées. Donc, est-ce qu'on a enfin le bottom, entre guillemets, très court terme? Je n'en ai pas la moindre idée. Partez du principe que vous aurez des petites structures et pourquoi pas des invalidations. Prenez le temps avant de vous positionner. Si vous avez encore du cash, c'est peut-être le moment, mais ça, on en parlera demain. Je finis par deux petites news. La première, c'est celle-ci. Les ETF spot Bitcoin atteignent 112 milliards de dollars. Le PDG de Ripple dégage, je vous l'avais dit. Alors, tu nous as rien dit du tout, je vous le dis tout franchement. Moi, j'ai même dit 300 milliards de dollars. En revanche, c'est pas 112 milliards. Ce chiffre n'est pas vrai. En fait, il est détourné de la réalité et il faut bien faire attention à ce que vous lisez. En réalité, c'est énormément plus par rapport à Bitcoin, Ethereum, plus les contrats dérivatifs, plus les sorties non calculées vis-à-vis de Grayscale. Parce qu'en réalité, sur les ETF comptant Bitcoin, vous avez 34 milliards qui sont rentrés et pas 112 milliards. Voilà, donc le petit chiffre sorti du chapeau parce que ça arrange tout le monde et je vous l'avais dit, t'as rien dit du tout et actuellement on est très loin de ta vérité. Voilà, et je jette pas la pierre aux fondateurs de Ripple, même si actuellement tous ceux qui sont en train de hold XRP partez du principe dans des cas d'utilité vis-à-vis de la crypto, du token Ripple, j'ai pas trouvé d'autre utilité que de payer les soirées et le yacht de son fondateur. C'est très médisant ce que je dis, bien évidemment. Prouvez-moi le contraire dans les commentaires, mais vous verrez que vous aurez énormément de mal de trouver des cas d'utilisation et d'application via l'utility token Ripple XRP. Vous comprenez? Et on en a déjà parlé, bien évidemment. Je finis là-dessus, on a peut-être le bottom. On a peut-être le top générationnel de Bitcoin par rapport à cette cyclicité. Lorsque ceci arrivera, tous les États souverains en conflit ou non, occidentaux ou non, sont en train de réfléchir à créer des réserves stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le marché va être confronté à une perception, à une capture, quelle que soit la façon qu'ils vont pouvoir le faire. On en a déjà parlé il y a plusieurs années en arrière. Ça peut être tout simplement une obligation des détenteurs de Bitcoin d'amener leur Bitcoin ou de le mettre en collatéral via nos gouvernements, tout simplement, hein, les trésors publics. C'est ce qui est arrivé notamment en temps de guerre pendant la guerre d'Algérie notamment, et fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour pouvoir recapitaliser et refinancer le pays pour ne pas tomber dans une récession et une dépression sans précédent. Les Français étaient amenés, contraints, obligés pendant un certain nombre d'années d'apporter l'or directement et en échange un bout de papier, tout simplement. Donc si ton État fait faillite, ton bout de papier, tu peux le brûler. Mais ça veut à peu près dire ça. C'est pas complètement impossible que ça se passe au niveau de notre Bitcoin, etc. Surtout s'il y a une volonté stratégique de vouloir créer des réserves. D'abord, très probablement dans des pays en conflit, là où c'est difficile d'avoir le réseau SWIFT ou SEPA, en Europe notamment. Donc là, on parle plutôt de SWIFT notamment pour la Russie, mais c'est exactement la même chose pour l'Asie ou les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et c'est aussi le cas par rapport aux États-Unis, qui lui veut créer sa réserve stratégique dans une idée de continuer à imposer une doctrine occidentale et de continuer à pouvoir collatéraliser ici le dollar. Donc, lorsqu'on aura ça, et qu'il y aura entre guillemets une visibilité par rapport à différentes strates pour dire voilà, on achète un bitcoin par jour ou on achète pour 1 million de bitcoins par jour ou on achète, partez du principe que ce sera pricé par le marché, il y aura un décalage de prix sans précédent si celui-ci arrive. C'est à ce moment-là qu'il faudra se barrer. En somme, la smart money est en train de créer le plan pour faire financer leur sortie de capitaux massive directement au prix du contribuable. Vous comprenez ça? Si jamais les États-Unis, la France, pourquoi pas, la Russie créent des réserves stratégiques de Bitcoin, qui c'est qui paye? Pas la Russie. Ce sont les administrés, c'est le peuple russe qui va payer, ou c'est le peuple français qui va payer, ou c'est le peuple américain qui va payer avec leur propre monnaie. Évidemment, tout ce que fait l'État, c'est directement via les vases et les transactions de leurs propres administrés, notamment via la perception de l'imposition. Voilà comment les gros vont sortir. On aura peut-être ici un premier billet scénaristique pour pouvoir entrevoir si oui ou non ceci vient se concrétiser, pour savoir si ça peut être éventuellement un top générationnel, pendant qu'ils constituent tranquillement leur réserve de Bitcoin lorsque celui-ci sera à 200, peut-être 250, peut-être 300 000 dollars. Ce sera l'occasion de sortir pour nous et vous avez bien compris pourquoi, puisque ça touchera non pas les États, mais directement leur population. Je finis là-dessus. La réserve stratégique du Bitcoin proposée par les États-Unis expliquée. Je vous laisserai tout simplement le regarder et on verra si oui ou non ceci vient à se réaliser. Vous l'avez peut-être vu. Je vous ai dissimulé dans la vidéo une petite image subliminale. Vous savez quoi faire. On se retrouve demain dans un Top Crypto des membres.
Ciao.